Bonsoir à tous et bienvenue sur notre chaîne du mouvement politique citoyen. Ce soir, une émission avec la commission santé du MPC. Un constat d'abord et puis des solutions que vous attendez tous. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Philippe Murer, le président et le cofondateur du mouvement politique citoyen. Bonsoir Philippe. Bonsoir Pierre et merci pour l'animation de l'émission. Mais je vous en prie. Bonsoir Bernard Cron, vous êtes chirurgien, membre de l'Académie de chirurgie et vous êtes auteur du livre Blouse blanche, colère noire. Oui, bonjour Pierre, et effectivement, c'est une très bonne introduction à la commission, puisque ça raconte l'historique de cette crise qui a commencé en 1974, dernière année où l'équilibre financier du budget était à l'équilibre, et devant la panique, les différents mouvements politiques qui ont suivi ont détruit le système de santé qui était numéro 1 dans les années 1970. Vous aurez l'occasion en tout cas d'en parler. Merci encore d'être là. Bonsoir Monique Plaza. Bonsoir. Vous êtes neuropsychologue, clinicienne et vous étiez chargée de recherche au CNRS. Oui. Frédéric Pastureau, bonsoir, médecin anesthésiste, réanimateur. Et Franck Zéger, médecin généraliste et coordinateur en EHPAD. J'ai rien oublié? Bonsoir. Bonsoir à tous. Écoutez, je vous propose chacun votre tour maintenant de nous expliquer comment on en est arrivé là, de dresser un bilan. L'idée est quand même de répondre à une question qui est fondamentale. Comment réparer la médecine en France? Alors, je vais vous laisser dresser un constat et puis on ira sur les solutions après. Bernard Cron, à vous l'honneur. Eh bien, le constat est grave. L'ensemble du monde politique avait considéré que pour diminuer les dépenses de santé, il faudrait qu'il y ait moins de médecins. Donc, on a créé un numerus clausus et du fait de ce numerus clausus trop serré, on a de moins en moins de médecins disponibles, alors qu'on a 15 millions d'habitants en plus en France, le nombre de médecins restait le même. Le numerus clausus le plus serré a été l'œuvre de M. François Mitterrand pendant sa campagne présidentielle et ce qui a suivi pendant son mandat et ses différents mandats. Il est descendu à 3500 alors qu'on était à 7500. Et le retard n'a jamais été rattrapé. Et les alternances politiques ont augmenté le numerus clausus à 9000. Cette année, il va être à 10 000. On est très loin du compte parce qu'on ne rattrapera jamais le retard sans des mesures draconiennes qu'on étudiera un petit peu plus tard. Oui, tout à fait. Merci pour ce constat, Bernard Cron. Monique Plaza, si vous voulez dresser le bilan. Le constat? Oui, tout à fait. Alors, il y a un point très important, c'est que la médecine est étouffée par la bureaucratie et ce qui rend le système de santé très coûteux et inefficace. Voilà, donc il y a donc la bureaucratie, la fraude sociale, la corruption qui interviennent pour rendre très difficile le fonctionnement du système de santé, voire inefficace. Il y a le manque d'argent, parce que justement la bureaucratie pompe beaucoup d'argent au détriment du système de soins lui-même et des soignants. Donc il faudra rétablir l'équilibre en faveur de la médecine du soin et non pas de la bureaucratie. Et puis, il y a évidemment le problème des salaires, notamment des infirmiers et des infirmières qui sont trop bas, qu'il faut absolument revaloriser, ainsi que leur statut qui est assez dévalorisé. Est-ce que je continue là ou est-ce que je... Mais vous pouvez, hein, si vous avez des choses à nous dire sur le constat, allez-y. D'accord. Donc, on a aussi le problème des médicaments, parce qu'il y a une pénurie qui, depuis quelques années, se voyait. Les pharmaciens nous expliquaient, oui, il y avait des problèmes
de médicaments qui étaient envoyés vers des pays étrangers. Donc, on n'en avait plus en France. Enfin, là, on voit qu'il y a une pénurie pratiquement organisée, systématique des médicaments et qui aboutit à une dégradation des soins parce qu'il y a des médicaments qui deviennent inaccessibles aux médecins pour soigner leurs patients. Et alors, il y a un grave problème aussi qu'on a vu pendant le Covid, notamment, c'est-à-dire l'absence de liberté de prescrire des médecins qui est vraiment catastrophique, qui ne leur permet pas de respecter le serment d'Hippocrate, qui ne leur permet pas de faire leur travail correctement, puisqu'ils sont limités par des interdits, des barrages très, très importants qui sont très nuisibles à l'art de la médecine et donc aux patients. Voilà. Oui. Tout à fait, c'est complètement alarmiste, c'est effrayant même, j'ai envie de dire. Oui. Franck Zeger. Bonsoir, donc effectivement, au moment du constat, on note surtout une grande insatisfaction au niveau du terrain des gens qui ne trouvent plus à se soigner et une grande perte de confiance envers la médecine, notamment depuis la Covid. Donc, si on veut que notre système de santé fonctionne, il va falloir rétablir tout ça. Au niveau du manque de personnel soignant, on n'échappera pas à l'augmentation de la formation des médecins. Et je pense qu'il est temps de passer d'un système où on gère la pénurie à un système où on gère le trop-plein. Il ne faut pas avoir peur de fabriquer du médecin. On a une capacité à faire de la matière grise. Ne nous limitons pas. C'est peut-être là où on est le plus compétent, mieux que dans les usines. La bureaucratie, évidemment, qui nuit à l'activité médicale et qui nuit à la qualité de la médecine. C'est des médecins dont les gens ont besoin, hein. Ce n'est pas des bureaucrates et des fonctionnaires supplémentaires. Donc, il faut créer du médecin et il faut le laisser s'exprimer. La fraude sociale qui nous gangrène, des abus de tous les côtés, ça flambe de tous les côtés. On a un système où il n'y a plus aucun contrôle et chacun essaye de prendre la plus grosse part pour soi, et aussi bien du côté des professionnels que des patients. Donc, il faut remettre du contrôle. Il n'y a pas de honte à contrôler, hein, ce n'est pas choquant. Les médicaments, avec une très mauvaise gestion du médicament. Les médicaments, ce n'est plus que Big Pharma, avec des intérêts financiers, alors qu'il y a plein de molécules qui ne sont pas exploitées comme elles le devraient. Et puis revenir à une fabrication de nos médicaments en France, parce qu'on est un parti souverainiste, et être capable de fabriquer nos propres médicaments, c'est la base. Et puis enfin, la corruption. La corruption qui est un domaine où il faut être drastique, très très sévère et ne rien accepter, parce que la corruption, c'est vraiment le fléau de la santé. Mais on détaillera tout ça plus tard, évidemment. Merci beaucoup. Frédéric Pastureau. Bonsoir. Écoutez, c'est difficile de passer en dernier parce que tout a été dit. Je voudrais simplement ajouter que si je parle de déserts médicaux, je ne vous apprends rien. Les médias parlent en ce moment de l'augmentation de la mortalité infantile. C'est quand même pas rien dans un pays comme le nôtre. Il y a aussi autre chose qui me chagrine beaucoup, c'est quand on sait que le concours d'entrée en médecine est extrêmement sélectif et que dans les gens qui réussissent à passer le cap, il y a la 10 à 20% qui arrêtent en cours de formation. Là aussi, on pourrait se poser des questions. On parle beaucoup des médecins, je voudrais aussi insister sur le rôle des infirmières dans le système de soins, quand on sait que les infirmières, au bout de quelques années, 7 ou 8 ans, arrêtent leur profession. Donc je pense que c'est des sujets sur lesquels on reviendra plus tard. J'insiste aussi sur la corruption des laboratoires qui influencent au niveau des études, au niveau du suivi des médicaments, des prescriptions et tout ça. C'est quelque chose de très, très, très important. Je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Bon, vous n'êtes pas le dernier. Je laisse le dernier mot du constat à notre président Philippe Murer. Philippe, je vous en prie. Tout a été dit en fait. On avait le système, la France avait le système de santé numéro 1 au monde, c'était ce qui se disait, et on a un système complètement dégradé par des gens qui sont incapables de gouverner. Donc on a une dégradation de la qualité des soins, des difficultés pour chaque Français pour se faire soigner, des déserts médicaux, mais même Paris devient un désert médical, bien moins grave que le Sud-Ouest, par exemple, où habite Monique Plaza, qui nous en a parlé dans une commission. Mais même à Paris, c'est difficile de trouver un dentiste, par exemple, et parfois des médecins généralistes. Et en fait, on arrive à des drames, parce qu'on se rappelle qu'il y a un jeune homme, je crois qu'il avait 18 ans, et il est mort parce qu'il a attendu 18 ans aux urgences.
Et ça, c'est ce qu'on a entendu. Mais combien de drames à cause de cette destruction du système de santé? C'est effrayant. Et nous allons voir que, en fait, nous avons des solutions pour résoudre ce problème. Voilà. Et donc, je te propose, Pierre, de continuer pour qu'on passe aux solutions pour réparer le système de santé. Oui, j'y arrive tout de suite. J'ai vu que Bernard Cron voulait peut-être ajouter quelque chose sur le constat. Oui, tout à fait. Cette suradministration qui paralyse le système dégoûte les plus performants de faire des études de médecine. On a actuellement 10 à 20% des étudiants qui arrêtent en cours de route. Et la 4e année d'internat de médecine générale qui a été rajoutée dissuade encore plus les étudiants de faire médecine générale. Donc, on a tellement chargé le baudet que les meilleurs ne veulent plus faire médecine, il faut autre chose. Oui, tout à fait. Merci Bernard Cron. Et je vais rester avec vous, Bernard, pour ma première question sur les solutions. Vous avez tous dressé un bilan assez désastreux. Vous avez parlé de la charge bureaucratique des ARS. Bernard Cron, si on supprime les ARS, par exemple, qui va reprendre ces missions et comment réduire le poids de l'administratif pour les soignants? C'est une très bonne question. Les agences de l'État sont au nombre de plus de 1200 et coûtent 60 milliards par an. Celles pour la santé sont très nombreuses et en doublon. Si j'étais ministre de la Santé, je supprimerais toutes les agences de la santé et je regrouperai autour d'un grand ministère de la Santé l'ensemble des fonctions qui sont très simples puisqu'il faut laisser les médecins soigner. Il y a des syndicats, il y a des associations de médecins, il y a les collèges, il y a l'Académie de médecine, l'Académie de chirurgie. Il n'y a besoin d'aucune agence pour la santé. Il faut regrouper autour du ministère l'ensemble de ces fonctions et distribuer aux régions et aux préfets des choses qui peuvent les concerner. Par exemple, l'Agence régionale de la santé ne sert à rien. Ça utilise beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de médecins qui ne sont pas soignants. Et pendant la période Covid, puisque vous parliez du Covid, les agences régionales de santé ont interdit le curare à action rapide dans les cliniques, qui a paralysé complètement les cliniques parce qu'ils les utilisaient pour intuber les malades dans les services de réanimation. Voilà le premier axe, c'est la suppression considérable de ces strates administratives. La deuxième solution, comme il faut actuellement 10 ans pour former un médecin, il faut réformer le système des études de médecine et revenir à ce qui était le cas quand j'ai passé mes concours, c'est qu'en 5e année de médecine, vous pouvez avoir passé ce concours d'externat et d'internat et entrer dans la fonction de médecin très rapidement. J'ai commencé mes remplacements de médecine générale en 5e année de médecine. Il ne faut pas 10 ans pour former un médecin généraliste. C'est faux. Et la 4e année de médecine générale qui était rajoutée à l'internat est un non-sens, puisque ça pose des problèmes de partir en province, de les loger, de les payer correctement, et en plus ça retarde d'un an l'installation des médecins généralistes, puisqu'ils sont encore considérés comme des étudiants en formation avec des maîtres conférences. Mot pompeux qui ne sert strictement à rien en 4e année d'internat de médecine générale qui devrait être supprimé. On n'a pas besoin de maîtres de conférences. Voilà les deux axes. Simplifier l'administration en supprimant tous les doublons, ce qui dégagerait un budget considérable pour mieux payer les soignants. Ainsi, à l'hôpital, par exemple, on a 34% d'administratifs. En Allemagne, c'est 22%. Soit ça fait la moitié en plus en France. Ça correspond à 100 000 postes de soignants. Voilà les deux directions. La réforme des études de médecine et la simplification administrative. Oui, mais merci beaucoup. On allait y venir en suivant sur la réforme, mais pour revenir aux ARS, alors que tout le monde présente comme complètement déconnecté du réel, est-ce que l'un d'entre vous veut ajouter quelque chose à l'analyse et aux solutions de Bernard Cron? Franck Zéger. Je crois que l'ARS, tout le monde a vu son efficacité pendant la crise Covid. Une agence qui donnait des conseils au jour le jour, qui s'annulait du jour au lendemain,
qui a complètement disparu au début de la crise et qui n'est revenu que sur la fin pour dire à ceux qui avaient fait le boulot comment ils auraient dû faire le boulot, mais ils avaient complètement disparu. Une HAS qui encore, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, fait des recommandations sur la vaccination Covid hallucinantes. Une HAS qui ne parle même pas des effets indésirables du vaccin. Donc on est sur... il faut lire le communiqué de l'HAS qui est paru hier sur l'indication de la vaccination. Ça ne tient pas la route. Donc, ces agences, non seulement nous coûtent énormément d'argent, mais n'apportent rien à la médecine. Donc, on supprime. Et effectivement, on a un ministère de la Santé, il est fait pour ça. Il y a suffisamment d'agents au ministère de la Santé pour faire le boulot. Et on demande au ministère de Santé de faire son boulot. Au niveau, à partir du ministère qui est national, il y a toute une déclinaison qui se fait au niveau du département par les préfectures. Et il suffit effectivement que quelqu'un au niveau de la préfecture soit en charge de la santé et les choses se passeront très bien. On peut simplifier les choses et économiser beaucoup d'argent. Et cet argent ira pour la santé des Français et non pas pour entretenir des bureaucrates et des fonctionnaires qui ne pensent qu'à mettre qui ne passent leur temps qu'à conseiller aux médecins comment faire la médecine. On n'a pas besoin d'eux, franchement. Et juste pour rajouter une petite chose, ça dévore beaucoup d'argent, ça coûte plusieurs milliards d'euros, mais surtout, ça dévore le temps des médecins, qui, au lieu de soigner, remplissent des paperasses, des logiciels informatiques, etc. Et donc ça a été une catastrophe. Et s'en débarrasser, ça donnera du temps utile aux médecins pour tout de suite pouvoir soigner les gens. Donc c'est fondamental de le faire. Tout à fait. C'est bien parce qu'on est tous d'accord sur les problèmes et les solutions. C'est très sympathique cette réunion. Alors, on a perdu Pierre, donc c'est moi qui vais prendre le relais. On a perdu Pierre, donc notre journaliste, notre monsieur loyal. Donc, bon, je vais renvoyer une autre question, un autre problème. Donc, il y a un manque de médecins, d'où les déserts médicaux. Donc, quelle solution pour avoir plus de médecins? Comment fait-on pour avoir plus de médecins? Donc, je vais envoyer la parole à Franck Zeiger. Franck, est-ce que tu peux nous exposer ça? Clairement, on est en gestion de pénurie depuis des années à cause de deux choses. Des fonctionnaires qui ont, économistes, fonctionnaires, je ne sais pas, qui ont eu comme dogme qu'effectivement, plus il y a de médecins, plus il y a de dépenses, donc supprimons les médecins, on aura moins de dépenses. Et en face de ça, on a eu des syndicats médicaux qui ont dit c'est une belle aubaine, s'il n'y a plus de concurrence, on va mieux gagner nos vies. Donc ces deux groupes-là se sont retrouvés et ont fait les numerus clausus, au détriment du patient. C'est aussi bien la faute des syndicats médicaux de l'époque que des fonctionnaires de l'époque. Ils se sont retrouvés, tous ces gens-là étaient bien contents parce que ça les arrangeait tous les deux. C'est un échec parce qu'effectivement, plus de médecins, baisse des soins et ça n'a pas entraîné la réduction des impôts qu'ils envisageaient. Il faut clairement fabriquer plus de médecins, d'autant plus qu'on est sur un peuple effectivement avec une éducation nationale qui permet effectivement de faire de la matière grise, et il est bien dommage de se limiter de limiter la matière grise française et d'importer de la matière grise étrangère. On a les moyens de fabriquer des médecins, fabriquons des médecins. S'il y a du trop-plein, on trouvera toujours à les occuper et peut-être même à les exporter au lieu de faire de l'importation comme on en fait aujourd'hui. Donc il faut faire plus de médecins. Comment on fait plus de médecins? En ouvrant évidemment plus grand les portes de la faculté et en réduisant le nombre d'années de médecine. Le nombre d'années de médecine a été rallongé parce qu'on ses internes. Eh bien non, ça suffit. L'hôpital devra payer ses médecins et la durée de formation des médecins sera suffisante et nécessaire et non pas source d'exploitation des plus jeunes. Merci et merci Philippe Murer d'avoir pris le relais. Il y a eu un bug, semble-t-il, je ne vous voyais plus. Merci Franck Zeiger, oui, et puis il y a aussi 20% d'émissions à cause de la durée des études, me semble-t-il. Oui, on peut même parler de problèmes sociaux parce que la durée des études forcément limite les candidats. Et est-ce que aussi un problème de sélection en première année? Est-ce qu'on peut parler de ça? La sélection, elle est justifiée. C'est pas n'importe quoi que d'être médecin. Mais par contre, effectivement, il faut que la médecine soit accessible au plus grand nombre. Et la durée des études limite. Tout le monde n'est pas en capacité d'assurer 8 à 10 ans d'études.
Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Franck Zéger. Oui, je voudrais dire un mot là-dessus. Oui, Bernard Cron, je vous en prie. Quel que soit le nombre de médecins qu'on sélectionnera après la première année, il faut changer le mode de sélection. On a trop sacrifié au wokisme et à la philosophie pour la sélection des médecins. Il faut sélectionner des médecins qui acceptent de travailler dur, de travailler beaucoup. Quand j'étais jeune interne, on travaillait près de 100 heures par semaine. Et quand j'étais chirurgien en activité, j'ose pas dire le nombre d'heures, y compris les urgences la nuit. Mais les jeunes, compte tenu du poids de l'administration et de la déqualification du métier de médecin, qui ne fait plus partie des métiers prestigieux, comme pilote de ligne ou chirurgien, c'est devenu des métiers comme les autres, eh bien les jeunes, compte tenu de tout ce qui se passe, choisissent ensuite des métiers où il n'y a pas de garde, pas d'urgence, préfèrent le temps partiel, ou travailler 45 heures, ou être salarié, et on n'a plus du tout le recrutement de ceux qui dont les dents parfois rayaient le parquet, mais qui voulaient être, entre guillemets, le maître du monde. Il y a un juste équilibre à retrouver. Merci. Si je peux me permettre. Oui, Frédéric, bien sûr. Je pense qu'il faudrait aussi revoir l'extraction d'origine des gens qui se présentent en concours de médecine. Comme je l'ai dit pendant les réunions de préparation, je ne suis pas sûr que le fait que dans le concours, il y ait une pléthore de sciences dures, mathématiques, physique, biophysique, biochimie, soit forcément quelque chose de très important pour l'exercice de la médecine générale, par exemple. Je sais que le terme d'humanité, faire ses humanités peut paraître un petit peu has-been, mais je pense quand même que des gens qui viendraient par exemple de l'ITER, certes, ils auraient peut-être un retard au niveau de sciences dures, mais ce retard pourrait très bien, avec beaucoup de volonté, se réparer pendant ce qu'on appelle les classes préparatoires à la première année de médecine. Et je pense que d'avoir des gens qui ne soient pas que des scientifiques purs et durs, rationnels, serait intéressant pour notre profession. On n'a pas besoin d'ingénieurs, nous sommes médecins. C'est-à-dire que nous sommes dans l'humain, dans le vivant. Nous ne sommes pas des ingénieurs, j'insiste là-dessus. Et c'est quelque chose qui me paraît fondamental. D'autant qu'on n'a pas besoin d'avoir des étudiants qui soient clonés. Parce que entre la psychologie d'un chirurgien, d'un orthopédiste, d'un pédiatre, d'un psychiatre, ou de quelqu'un qui va s'occuper, par exemple, de maladies neurodégénératives, qui aura toute sa carrière devant lui des gens qui vont demander dans les années qui viennent, ça ne demande pas les mêmes qualités psychologiques et humaines. Et donc, je pense que élargir l'éventail du recrutement, ce serait une bonne chose. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Voilà ce qu'il faudrait changer dans l'enseignement de la médecine selon vous. J'aimerais un petit point, Pierre. Oui, un petit point. Oui, Philippe. Ce qui est fondamental, ce qui est dégoûtant aujourd'hui, c'est que le système français, ça refuse à beaucoup de jeunes de faire leur vocation. Il y aurait des milliers de jeunes chaque année qui pourraient devenir médecins. Et en contrepartie, on va voler des médecins dans les pays du tiers-monde, notamment en Afrique ou au Liban. On va voler les médecins de ces gens qui en ont besoin. Donc, c'est absolument pathétique. Et franchement, si on met tous les moyens de l'État français, tous les moyens de l'État, aujourd'hui, on forme 8500 médecins en bout de chaîne, on pourrait probablement arriver à 15 000 médecins en bout de chaîne en mettant tous les moyens, avec plus ou moins de difficultés sur les choses. Mais on peut le faire. Et surtout, imaginez de dire aux jeunes, ça va plus être 10 ans les études de médecin généraliste, parce que c'était 9 ans, et maintenant ils les exploitent une année de plus à l'hôpital pour la faire passer à 10 ans. Mais maintenant, c'est en 5 ans, en 7 ans. 5 ans d'études, 2 ans de stage, alors à l'hôpital et surtout en cabinet de médecins généralistes pour apprendre leur métier. Et pareil, en 2 ans de moins, on peut aussi former des spécialistes. Il restera quand même 2 à 4 ans de stage pour les chirurgiens qui ont le besoin de plus de stage et de pratique avant de le faire. Donc, on voit que c'est formidable parce que les jeunes vont pouvoir se dire, bah, médecine, c'est plus 10 ans, c'est 7 ans. Donc, c'est beaucoup plus attractif pour les généralistes. Et évidemment, les médecins, on a un oubli aujourd'hui, les médecins, c'est l'art du soin. C'est clair que c'est pas une science dure,
c'est plus compliqué qu'une science dure. En fait, c'est plus compliqué parce que les médecins sont des artisans qui doivent comprendre la maladie. Donc, 60% du temps, c'est de l'écoute du malade pour comprendre la maladie. 20% du temps, ce sont des connaissances. Et 20% du temps, c'est aussi leur expérience. Donc, ne pas croire que la médecine, c'est une science absolument dure. C'est plus complexe que ça. Il faut comprendre le malade aussi pour comprendre quelle est la maladie et le soigner. Oui, c'est exactement le problème. Oui, il faut aussi revaloriser les salaires des soignants pour rendre tout ça plus attractif. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des médecins, des infirmières, je pense aussi aux aides-soignants, aux ASH, etc. Philippe Murer, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur le salaire des soignants? On a un vrai problème sur les infirmières qui ont des salaires tout petits. Et quand elles habitent à Paris, les salaires sont tout à fait insuffisants pour pouvoir vivre décemment dans des grandes villes. Paris, Lyon, Bordeaux, des villes qui sont chères. Donc nous, ce qu'on proposait, c'est fondamental, c'est 10% de hausse des salaires des infirmières la première année. Ça coûte à peu près 1 milliard d'euros parce qu'on a un gâchis gigantesque. Ça coûte beaucoup plus cher le système aujourd'hui de les sous-payer. Pourquoi? Parce que les infirmières se forment pendant 3 ans. Donc l'État paye 3 ans de formation et elles partent en moyenne au bout de 7 ans. Donc écœurées. Au bout de 7 ans, mal payées et maltraitées. Donc il y a un gâchis d'argent gigantesque. Donc hausse des salaires des infirmières et hausse aussi des salaires des internes parce que quand un interne, il est par exemple spécialiste, il a 9 ou 10 ans, il a 9 ou 10e année d'études, eh bien il est payé aujourd'hui, je crois, 2100 euros. Donc, d'augmenter de 10% aussi le salaire des internes, ça ne coûte pas très cher, ça coûte 70 millions d'euros. Mais il y a un moment, il faut respecter les gens. Parce que les internes qui sont en bout de cycle, en fait, ils font un travail tout à fait conséquent. Ils sont déjà expérimentés pour en faire un travail de qualité. Je ne sais pas ce qu'en pense Bernard, par exemple. En taillant dans les strates administratives, on aurait des économies qui correspondraient à une augmentation de 10 à 20% des salaires et des honoraires sans aucun problème, et il reste encore de l'argent. Oui, c'est un sauvetage de l'hôpital public qu'il faut, ça c'est évident. Pour autant, Monique Plaza, je vous ai pas beaucoup entendu, j'ai peut-être une question pour vous. Faut-il supprimer la tarification à l'activité et repenser le financement des hôpitaux? Comment vous envisageriez la chose? Je crois que quand on y a réfléchi, on a pensé que ce serait bien de concevoir un budget global qui serait établi au départ sur le bilan de l'année précédente et puis le faire rectifier. Parce que la tarification à l'acte, pour l'instant, ça ne marche pas très bien. Donc, on a pensé plutôt à une tarification globale, annuelle, révisable. Oui, parce que la tarification à l'acte, effectivement, le problème, c'est qu'il faut 10 minutes pour entrer un acte. Donc, il y a un temps administratif absolument dingue. Et c'est un problème majeur, c'est la perte de temps des médecins. Et d'ailleurs, rappelons-nous qu'il a mis le célèbre Jean Castex et la célèbre Roselyne Bachelot. C'est eux qui ont mis la tarification à l'activité. Vous voyez combien ces gens sont capables de faire de dégâts. Je voulais ajouter pour les infirmières, qu'il y a bien sûr les infirmières du système public, mais il y a beaucoup d'infirmières dans le système privé qui sont payées. Moi, je suis effarée de voir combien elles sont payées à l'acte. Ça aussi, ça doit être revalorisé parce qu'elles sont dans la ville, elles jouent un énorme rôle. Elles ont des difficultés. Celles qui organisent des cabinets d'infirmières me disent qu'elles ont un turnover constant des gens qu'elles recrutent. Elles n'arrivent pas à fixer, avec les jeunes en particulier, qui ont beaucoup de désirs. Ils disent oui, mais il faut que j'ai mes week-ends, il faut que j'ai mes vacances. Alors elle dit mais vous êtes infirmière, vous savez, on doit aller faire des urgences chez les gens. Vous voyez. Donc je pense aussi qu'il faut penser aussi aux infirmiers et aux infirmières qui travaillent dans le secteur privé et qui assurent beaucoup de soins des gens. Hein. Et je pense qu'il faut penser à elles aussi, et pas seulement dans le système public. Hein. Ça c'est juste pour ajouter une note sur les infirmières en général. Merci infiniment. Il y a un autre souci. J'ai une question pour Franck Zeger.
comment fait-on aujourd'hui pour désengorger les urgences et redonner de l'attractivité à la médecine de ville? Parce que pour réformer l'hôpital public, il faut reprendre un peu son souffle. Ah, c'est un sujet intéressant, ça. Donc, effectivement, pour qu'il y ait moins de monde, quand le système fonctionnait, en fait, il y avait une étude du syndicat, je ne sais plus quoi, de l'Union des médecins généralistes, et on s'était rendu compte que la médecine générale représentait 5 fois plus de prise en charge des urgences que l'hôpital. Donc, quand les médecins généralistes sont présents sur le terrain et qui font leur travail comme il se doit, les urgences, elles sont majoritairement gérées par la médecine de ville. C'est effectivement le fait qu'il y ait de moins en moins de médecins de ville qui travaillent et qui veulent s'investir dans les actes d'urgence pour d'autres raisons. Par exemple, si vous faites un plâtre dans un cabinet de ville, vous êtes à perte. Si vous faites des points de suture, vous êtes à perte. Donc, il y a aussi revaloriser les actes d'urgence et les payer correctement. Donc, il faut absolument refaire un maillage de médecine générale. Et à partir du moment où vous faites un maillage de médecine générale, vous avez moins de monde qui passe aux urgences. Il y a aussi le problème de la gratuité des urgences qui fait effectivement, quand vous avez un acte gratuit à l'hôpital, c'est évidemment tentant d'y aller. Et puis il y a enfin aussi toute une immigration incontrôlée pour lesquelles l'accès aux soins passe par les urgences. Donc vous mettez ça, plus ça, plus ça, et vous arrivez à un système qui explose. Ça reste un entonnoir, hein, vous ne pouvez pas pousser dans l'entonnoir. Hein. Alors il y a aussi pour le problème des médecins, on va dire la quasi-disparition des visites à domicile. Qui pourrait éviter aussi des arrivées aux urgences. Parce que quand les gens ont des malaises chez eux et qu'ils ne peuvent pas appeler leur médecin, parce que leur médecin ne va plus du tout à domicile, ça fait, on leur dit, vous appelez le 15 et puis vous allez aux urgences. Voilà. Alors, je pense que là, il faut réfléchir aussi à la modification de la pratique médicale, revenir un petit peu à l'ancien temps où il y avait le médecin de famille était un médecin qui consacrait des heures à aller chez les gens aussi, et ça permet de désengorger aussi les urgences. Je pense qu'il faut penser à ça. Et il faut que tout le monde joue le jeu. Tant que l'hôpital trouvera son compte à ce qu'il y ait du monde aux urgences, pas plus tard qu'hier, j'ai pris mon téléphone pour obtenir l'hospitalisation d'une dame, et c'est l'hôpital qui m'a dit vous l'envoyez aux urgences. Donc, il y a quand même un vrai problème. J'aurais pu garder cette dame 24-48 heures et l'envoyer directement dans son service. Non, ils m'ont dit, vous l'envoyez directement aux urgences. Donc, l'hôpital ne joue pas le jeu non plus. Les urgences leur permettent de faire entrer beaucoup de sous dans la machine. Hein. Oui. C'est une manne financière pour l'hôpital, tel que c'est codifié, puisque chaque urgence qui passe, avec les différentes tarifications en fonction de l'activité et de l'acte, l'hôpital touche 2 à 3 fois plus qu'un médecin de ville qui ferait le même acte. Exactement. Oui. Et pour tout ça, il faut quand même une répartition équilibrée des médecins. Vous parliez tout à l'heure des généralistes. J'ai une question pour vous, peut-être Philippe Murer. Comment inciter ces médecins qui sortent d'école, d'internat, à s'installer partout en France et pas simplement sur des pôles ultra attractifs? On ne vous entend pas, Philippe. Ce qui me semble mieux, c'est qu'il y ait des écoles de médecine partout en France, bien réparties, relativement réparties, parce que les jeunes, quand ils sont en train de faire leurs études, généralement, ils se marient, ils s'installent dans une région. Si on met toutes les études de médecine concentrées dans quelques grandes métropoles, inévitablement, les médecins iront s'installer plutôt dans les grandes métropoles où ils ont commencé leur vie de jeunes adultes, quoi. Donc, moi, ça me paraît être la meilleure solution pour ça. Puis, quand on aura assez de médecins, de toute manière, les médecins se répartiront beaucoup mieux sur le territoire. Je préfère ça qu'une solution où on impose la répartition des médecins, des gens d'aller travailler à tel ou tel endroit. Tout à fait. Alors, il y a aussi le fait que dans les petits villages, moi j'habite à la campagne du Sarladais, dans les petits villages, les maires font vraiment des gros efforts. Ils créent des structures médicales et ils essaient d'attirer des médecins ou d'autres professionnels de santé. Et c'est assez difficile. Et pourtant, ils offrent des conditions d'exercice qui sont bonnes, aussi bien au niveau matériel que
que financier et qu'environnemental. Mais voilà, il faut aussi peut-être qu'il y ait plus d'articulation entre les personnes comme ça, les maires, toutes les mairies, et puis les écoles de médecine. Vous voyez, il faudrait qu'il y ait quelque chose de plus intégratif pour que le maillage dans le territoire se fasse de façon plus naturelle. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Oui, ça je vois. Dites-moi, Monique, est-ce qu'il n'y a pas aussi une peur du médecin de se retrouver isolé à la campagne? Quelles solutions on pourrait mettre en place? Est-ce que la création de maisons médicales, regrouper plusieurs médecins, ce qui se fait déjà, mais est-ce qu'on ne pourrait pas généraliser ce système? Ça, c'est ce système-là qui existe dans le coin où je suis, moi. Il y a plusieurs regroupements. Alors, il y a médical et paramédical. Hein. Il y a des kinés, il y a toutes sortes de praticiens qui travaillent ensemble. Il y a des médecins. Donc, je pense qu'en effet, c'est une solution qui est bonne à la fois pour les patients et pour les praticiens. C'est vrai. Il n'y a pas d'isolement, au contraire. Non, mais c'est très bien, mais c'est vrai que c'est un problème qu'on sous-estime très souvent, hein, l'isolement, et ça touche tous les secteurs, et les soignants aussi. Vous avez tous évoqué la fraude sociale, les gabegies. J'ai une question ouverte. Quel levier pour récupérer ces milliards d'euros perdus? Alors, qui veut y répondre d'abord? Moi, je peux répondre sur un sujet qui est le conflit entre la France et l'Algérie. Il est évident qu'il y a un certain nombre de centenaires dans certains pays qui touchent des allocations et ça n'est pas contrôlé. Charles Prats a parlé de la fraude sociale. Il pense que la fraude correspond à des dizaines de milliards. Donc, il faut pouvoir lutter contre la fraude, mais ça, il faut une volonté politique. Franck Zeger, vous vouliez ajouter quelque chose? Moi, je regrette depuis des années qu'il n'y ait pas un contrôle intelligent et humain. À l'heure de l'informatique, il n'est pas difficile de savoir effectivement qui dépense. Donc, vous avez la sécurité sociale est capable de faire plein de logiciels pour surveiller les médecins, les infirmiers, ça, ils ne se gênent pas. Donc, ils ont forcément des logiciels qui leur permettent de savoir que si M. Dupont ou Madame Martin a beaucoup consommé, eh bien, on convoque M. Dupont ou Madame Martin. On lui demande effectivement de nous expliquer pourquoi elle a beaucoup consommé. De deux choses l'une, soit c'est quelqu'un qui abuse et qui triche et on sanctionne, soit c'est quelqu'un qui a réellement besoin de soins. Et bien là, la sécurité sociale se met à son service et l'accompagne dans son parcours de santé. Donc, un contrôle intelligent sur les plus gros consommateurs de soins qui s'accompagne effectivement d'une aide pour ceux qui en ont vraiment besoin. Très bien. Philippe, votre micro, on ne vous entend pas, Philippe. Ce que dit Franck est intéressant. Il faut arrêter de contrôler a priori, c'est-à-dire de surveiller les médecins et de faire un travail très important de surveillance, en fait, qui coûte beaucoup de temps aux médecins. Il faut contrôler posteriori, mais très sérieusement, quoi. S'il y a des abus très clairs, un médecin qui donne beaucoup d'abus d'arrêt de travail de complaisance, ça pose un problème à la société, hein, et pas qu'à la sécurité sociale, aussi aux entreprises qui emploient ces gens. Donc, il y a un vrai travail dessus, mais un contrôle a posteriori, ce qui implique pas de surveillance a priori de tout le monde. Le deuxième point, je voulais revenir sur la fraude sociale. La fraude sociale, selon Charles Prats, c'est 50 milliards d'euros. Il y a une autre personnalité, Bernard Caron, un ancien patron d'organisme de sécurité sociale, de l'ACOS, qui dit, lui, 25 milliards d'euros. Donc, on a une fraude qui est au moins de 25 milliards d'euros a priori. On a 5 millions de cartes vitales en trop. Donc, il faut vraiment lutter contre cette fraude parce que 98% des gens ne trichent pas et ils ne doivent pas être pénalisés par les fraudeurs qui coûtent un pognon complètement fou. Donc, la première chose, la fraude, elle se fait aux faux documents, ce qui permet d'obtenir à partir de faux documents et en plus, parfois par Internet, des numéros de sécurité sociale. La première chose que m'avait dit Bernard Caron, avec qui j'ai discuté, il m'a dit ce qui est très important, c'est de rétablir le face-à-face. Qu'on fasse venir les gens dans les bureaux, ça élimine déjà énormément de fraude. Et que les gens, en plus, viennent avec leur papier officiel, qu'on vérifiera, parce que la fraude vient principalement des pays étrangers. En France, on a un avis de naissance, voilà, on connaît vraiment les gens, tout le cadastre est bien tenu. Mais au niveau de l'étranger, il
il y a parfois des faux documents. Ils ne sont pas contrôlés ou très mal. Donc maintenant, il faut rejeter les documents qui apparaissent faux. Charles Prats en parlait dans son bouquin. Et puis, il faut bien sûr augmenter le nombre de contrôleurs, puisque quand on n'a pas récupéré, c'est fondamental. Dernière chose pour économiser de l'argent qu'on a pris ensemble en commun, c'est l'interdiction de soigner des étrangers qui viennent en France avec des visas pour se faire soigner de maladies longues, parce qu'il y a des cas, il y en a beaucoup dans les hôpitaux, malheureusement, et ils viennent et ils appuient sur l'humanité des médecins, sauf qu'il y a des Français qui n'arrivent plus à se faire soigner, et des jeunes qui meurent de manque de soins. Donc on ne peut pas se permettre de faire venir du tourisme médical en France, de gens qui ne payent pas leurs soins et qui profitent de la France quand des Français n'arrivent pas à soigner. Voilà à peu près le panorama. Et on avait aussi, je me permets, je rajoute, on avait pris la suppression de l'aide médicale d'État pour une aide médicale d'urgence. Même problème, les Français n'arrivent pas à soigner. On ne peut pas soigner des gens qui viennent illégalement en France. Merci, merci Philippe Murer. Mais en fin de compte, pour garantir l'indépendance médicale française, je vais en venir à la production des médicaments. Je vous demande, et je vais demander à Monique Plaza, est-ce que c'est une utopie ou c'est une nécessité stratégique de produire nos propres médicaments? Je pense que la France, en tout cas, elle a été capable de produire des médicaments. Hein. Le problème, c'est que la mondialisation aidant et la financiarisation s'aggravant, de plus en plus, tout ça a été repris d'une autre façon par d'autres pays. Donc, je pense que évidemment, ça a l'air d'être utopique, puisque on est quand même dans un système étouffant, là, on est asphyxié par ce système. Mais l'idée qu'on puisse fabriquer en France des médicaments, je pense que c'est une idée tout à fait réaliste. Et ça permettrait d'avoir des médicaments moins chers. Et donc, ça pourrait faire des économies à la sécurité sociale, du coup. Voilà. Oui. Alors, on a un problème, c'est vrai, avec les génériques qui sont fabriqués souvent en Inde et qui sont bon marché. Il faut être capable de rivaliser avec les grands systèmes pharmaceutiques mondiaux qui sont capables de fournir des médicaments à bas prix. Hein, donc, c'est vrai que ce n'est pas si simple que ça au plan économique, ça. Je ne pense pas que ce soit simple. Mais je pense que c'est un objectif à avoir en tête et à défendre. Oui, très, très bien. Bernard Cron, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, vous avez mis le doigt sur un problème extrêmement sérieux. La plupart des médicaments sont fabriqués, soit les produits Princeps, soit le médicament lui-même, en Asie. Et faire des génériques est une bonne chose, mais ça ne change pas le problème de fond. Si on veut fabriquer les médicaments en France, il faut revoir les coûts et ça coûtera certainement beaucoup plus cher parce que les structures n'existent plus. Je vois le problème des masques, par exemple. Je me rappelle le moment de la Covid. Moi, j'avais quelques masques à la maison. Il était impossible de se fournir en masques puisque les commandes n'étaient plus assurées auprès des fabricants de masques. Et donc, ils ont fermé les uns après les autres. Donc, si on veut pouvoir revoir du médicament en France, il faut une politique du médicament qui doit être complètement rebâtie. Ça ne peut pas se faire par un coup de magie, de baguette magique. Oui, tout à fait. Philippe Murer, vous vouliez… Moi, j'ai une proposition, justement. En fait, il y a un problème, c'est que les médicaments de base, ceux qui servent le plus, je donne un exemple, l'azithromycine, ça coûte environ 7 €. On va dire, alors que c'est des médicaments extrêmement utiles. Il y a d'autres médicaments, vous allez chez le pharmacien, ça coûte 3 €. Et en fait, si on augmente de 20% le prix de ces médicaments, premièrement, ça ne va pas coûter très cher à l'État, ça coûtera 1 milliard d'euros, j'ai fait le calcul. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, on les augmente de 20%, on permet à les faire fabriquer en France en étant rentable. Donc voilà, la proposition, c'est de fabriquer en France les médicaments de base, déjà de retrouver cette capacité sur les médicaments de base, en donnant de meilleurs remboursements sur le médicament de base quand il est fabriqué en France ou quand il ne l'est pas. Ce qui revient à faire des droits de douane finalement, sans le dire. Et à partir de ce moment-là, on pourra produire ces médicaments en France. Et si le secteur privé n'est pas capable de complètement gérer ça, on peut aussi réfléchir à créer une entreprise publique,
pas des fonctionnaires, mais une entreprise publique avec des salariés et d'anciens patrons de laboratoires pour être capable de fabriquer les princeps qui sont fabriqués en Chine et en Inde. C'est vraiment la clé pour pouvoir arrêter les pénuries. Dernier point, quand vous achetez, il faut bien comprendre une chose. Si vous achetez plus cher en France, ça vous coûte moins cher pour l'État. Pourquoi? Si vous achetez 125 € des médicaments en France, alors que ça vaut 100 € en Chine, comme ça a été produit en France, sur les 125 €, il y a plein d'argent qui va revenir à l'État sous forme de charges sociales, sous forme d'impôts divers et variés sur les entreprises. On en parle assez souvent. Et donc, vous avez plus que 25 € qui rentrent dans les caisses de l'État. Donc, finalement, le médicament acheté 125 € en France coûte moins cher à l'État que le médicament acheté 100 € en Chine. Donc, ça, c'est fondamental. Donc, on gagne de l'argent en créant de la richesse, en fait, à l'intérieur de la France. Je vais aller un peu plus loin. J'ai vu Frédéric Pastureau qui voulait prendre la parole, mais je vais orienter un peu plus la question et je vais vous laisser développer. Frédéric, selon vous, faut-il revoir le fonctionnement de l'ANSM pour éviter les conflits d'intérêts dans l'évaluation de ces médicaments? Donc, je pense que ça peut compléter. L'ANSM, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament pour nos auditeurs. Ah ben complètement, et je pense que cette agence a fait preuve de son incurie dans les années passées. Et les scandales sanitaires en France, il y en a eu plein depuis 30 ans. Je pense qu'il serait très important que les gens qui prennent des mesures vis-à-vis de tel ou tel médicament qui arrive sur le marché, ce soient des gens qui sont indépendants, sans aucun conflit d'intérêt, qui soient désignés au sort parmi les gens compétents, et Dieu sait si on en a dans notre pays, et que les délibérations et les votes de ces gens-là soient publics, que ça ne se fasse pas dans la plus totale opacité. Le problème qu'on a maintenant, c'est qu'il y a plein de médicaments très efficaces et très prescrits, mais qui ne rapportent rien au laboratoire. Donc, on n'a pas du tout envie de les commercialiser parce qu'ils ne leur rapportent rien. Donc, on préfère choisir des molécules onéreuses et qui d'ailleurs n'apportent pas un plus. Ouais. C'est un problème. On vous entend plus, Frédéric. Ça clique énormément. Oui. Frédéric, vous avez un problème avec votre micro, je pense. Est-ce que l'un d'entre vous voulait… Oui, Franck Zeger, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, puis il faut aussi être… comment dire? Il faut aussi se projeter dans l'avenir. Le modèle économique de Big Pharma qui consiste à sans arrêt trouver de nouvelles molécules pour pouvoir effectivement survivre par la vente de nouveaux brevets, etc., est un modèle qui court à sa perte au point qu'ils en inventent des maladies pour pouvoir refourguer leurs molécules. Alors qu'effectivement, nous avons des quantités de molécules qui ont été utilisées dans le passé, qui maintenant qu'elles sont génériquées n'intéressent plus personne, et on a là une mine de solutions pour les pathologies d'aujourd'hui ou les pathologies de demain, mais personne ne va travailler là-dessus parce que ça ne rapporte pas d'argent à Big Pharma. Eh bien, à nous de créer, effectivement, avec toutes les économies qu'on va faire sur les agences qui servent à rien, une agence ou un laboratoire français qui travaillera sur les anciennes molécules pour les réadapter à nos besoins actuels. Et là, il y a une source de créativité et d'ingénierie pour soigner les pathologies qui est énorme et qui ne sera pas exploitée par Big Pharma puisque les brevets ne sont plus effectivement, elles sont en marché libre, entre guillemets. Et là, on peut se positionner là-dessus et créer quelque chose. Tu as tout à fait raison. Je vois par exemple les livres de Nicole Delépine et de Gérard Delépine sur les médicaments anti-cancer coûteux et peu efficaces. Il y a beaucoup de médicaments qui sont très chers et peu efficaces. Donc il faudrait effectivement, et c'est ce que propose également le professeur Didier Raoult, de revenir aux molécules génériques initiales qui sont extrêmement efficaces. On peut revenir sur la discussion de la Covid, où si pendant les 5 premiers jours d'un Covid, on avait donné soit le protocole du professeur Raoult, soit de l'ivermectine, on diminuait la réaction inflammatoire lors de la Covid et on aurait probablement évité beaucoup de malades mis en réanimation, intubés, ventilés et qui sont morts. Mais
pour éviter d'être traité de complotiste sur la Covid, j'incite tout le monde à se renseigner sur le baclofène, qui est une molécule qui était génériquée, un médecin français qui travaille aux États-Unis a montré effectivement que ça avait une efficacité dans l'alcoolisme. Ce médecin a été vilipendé, il a été traité parce qu'effectivement c'est une molécule qui rapportait rien. Et donc 20 ans après, le baclofène est reconnu comme un traitement efficace de l'alcoolisme et il est même remboursé maintenant par la sécurité sociale. Donc c'est pas l'hydroxychloroquine, hein, ça existait déjà avant. Big Pharma n'aime pas les molécules qui coûtent pas cher et qui sont génériquées. C'est comme ça. Et ben à nous de montrer qu'un État fort peut être capable d'imposer ses points de vue. Écoutez, merci beaucoup pour vos réflexions, pour ce débat qui continue. Je tenais juste à vous signaler qu'on est dans les temps, donc félicitations. On a pu évoquer pas mal de sujets. Juste avant de vous poser une dernière question et après on prendra des questions du public. Je voulais inciter tous ceux qui nous regardent sur YouTube à liker la vidéo, à partager. Voilà, pour nous donner un peu de visibilité et de partager nos solutions sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas en tout cas. Elle est déjà sur YouTube, on peut déjà y accéder? Alors, on est en direct, Bernard Con. On est en direct. Alors, il faut taper quoi? Parce qu'on m'a demandé pour écouter cette émission, comment dois-je indiquer pour ceux qui veulent le savoir? Eh bien, écoutez, je vous enverrai le lien juste après. Voilà. Écoutez, on n'a pas le lien. J'ai une dernière question ouverte qui me pose à moi problème puisque je suis père de 5 enfants. C'est le problème des 12 ou des 14 vaccins obligatoires pour eux. Alors, faut-il continuer avec tous ces vaccins? J'en ai oublié le nom ou l'utilité. Je sais que certains doivent être très utiles, mais on ne va pas me faire croire qu'on a besoin pour nos enfants de 14 vaccins. Je vous en prie, Franck Zeger. On est allé trop loin, clairement. La confiance est rompue. Moi, j'ai travaillé longtemps dans un centre vaccinal et les gens venaient la peur au ventre en demandant comment ils pouvaient y échapper. Donc, la confiance est rompue. Il faut redonner de la confiance. Donc, ça veut dire qu'on revient effectivement au libre consentement d'un soin. Vous inquiétez pas, dans l'Europe, on est minoritaire à imposer la vaccination obligatoire. Les Suisses n'ont aucune vaccination obligatoire et il ne me semble pas que les enfants suisses tombent dans les rues de maladie. Donc, on arrête, on remet la liberté de consentir à un soin et puis on laisse un petit peu revenir la confiance parce qu'actuellement, les parents emmènent leurs enfants la peur au ventre en se posant des questions sur ce qu'on fait à leurs enfants et ce n'est pas sain du tout. Oui, tout à fait. Quelqu'un voulait ajouter quelque chose sur ces… Alors, déjà, il y en a 12 ou 14 obligatoires. Je sais qu'il y en avait 12 il y a un an, et là, on m'a parlé de 14. Je compte plus. Vous comptez plus. Il est évident qu'il y a des vaccins de base qui ont été utiles et qui sont peut-être encore utiles, mais de multiplier de nouveaux vaccins sans savoir quelle est leur utilité… Le plus typique, c'est le vaccin Gardasil, qui, semble-t-il, est extrêmement discuté. Je vous recommande le livre des Délépides sur ce sujet-là. Il semblerait que prévenir le cancer du col de l'utérus entre une vie sexuelle qui ne soit pas débridée, l'utilisation de préservatifs et le dépistage par frottis sont peut-être tout aussi efficace, voire plus efficace que le vaccin par le Gardasil, qui reste discuté. Mais c'est un problème auquel je pose la question, mais je ne répondrai pas parce que c'est une course au vaccin et on ne sait pas quels sont ceux qui sont utiles, indispensables ou qui ne le sont pas. On revient au colloque singulier entre le médecin et son patient. Les patients choisissent leur médecin. Il y a un colloque singulier et on fera au mieux de chacun, en toute liberté. Et si je peux me permettre, c'est pas parce que des choses avaient une bonne indication il y a un siècle qu'il faut aveuglément continuer jusqu'à maintenant. Ça doit être revalidé tout ça. Ouais. Monique? Monique, on ne vous entend pas. On la voit même plus.
Alors, je vais parler pendant que Monique remet sa caméra et son micro. Moi, je suis pour la liberté vaccinale, effectivement, même pour les enfants, plus de vaccins obligatoires. Comme le disait Franck, il y a au Royaume-Uni, et en Suisse, ce n'est pas obligatoire. En Suède, au Danemark, au Portugal. En fait, il y a une toute petite minorité de pays où c'est obligatoire. Et c'est vrai que les familles vont la peur au ventre parce qu'on donne quand même 7 ou 8 vaccins à des gamins jusqu'à en 12 mois, quoi. En 12 mois de vie, il reçoit 7 ou 8 vaccins. Et Monique Plaza nous avait fait remarquer le danger des vaccins hexavalents, c'est-à-dire qu'on donne 6 doses différentes. Des vaccins pour 6 maladies différentes qui sont dans un seul vaccin. Et fondamentalement, c'est demander énormément de travail au système immunitaire. En fait, on n'en sait trop rien des dangers. L'autre chose, c'est qu'on teste l'efficacité des vaccins, maintenant contre placebo, parce que très souvent, l'industrie pharmaceutique, et pour les pesticides d'ailleurs, et pour les vaccins, l'industrie pharmaceutique dit finalement « Ah ben, il n'est pas plus dangereux qu'un ancien autre vaccin ». Mais non, il faut tester un vaccin des effets secondaires comme un médicament par rapport à un placebo, c'est-à-dire à une solution de sel. Dernière chose fondamentale, on s'était mis tous d'accord dans la commission pour dire qu'il faut arrêter temporairement, en tout cas au minimum, les vaccins ARN qui ont montré de graves effets secondaires pendant le Covid. Donc, tant qu'il n'y a pas de sécurité sur ces vaccins-là, donc arrêt des vaccins ARN et liberté vaccinale pour le reste, sachant que Bernard Cron a une petite différence avec nous, mais je veux dire, c'est tout à fait légitime de sa part. Oui, très bien. Très bien. Là, est-ce que mon micro fonctionne? Pardon? Mon micro fonctionne? Oui. Bon, il faut que les gens comprennent bien une chose, c'est que dorénavant, on soit validé, qu'il y ait une AMM, ce qu'on appelle l'AMM, il fallait qu'il apporte une efficacité supérieure au traitement qui existait auparavant. On t'entend plus. Frédéric, on vous entend plus. Vous avez un problème de micro, je pense. Et écoutez, est-ce que... Juste un truc, c'est que cette vaccination obligatoire, comme toute chose obligatoire, a des effets secondaires évidents. C'est que on va se heurter tôt ou tard à défaut à non plus finir. On ne saura plus qui est vacciné et qui ne l'est pas, ce qui sera complètement contre-productif. Donc après, ils mettront en place une police de la vaccination avec des QR codes et des machins. Tout ça est absurde. Donc il faut remettre un petit peu du bon sens et revenir à la pratique médicale normale, qui est de la liberté de consentir à un soin. Tout à fait, c'est du bon sens. Et puis, je peux vous dire que les Français ont soif de liberté, en tout cas. Et écoutez, on est pile poil dans le temps. Je vous propose de passer maintenant aux questions du public. Il y en a pas mal. Je vous propose des réponses courtes. Qui veut y répond dans un premier temps. Et après, j'aurai 2 ou 3 questions spécifiques pour certains d'entre vous. Alors, une question de Thierry. Quid des médecins étrangers embauchés en France? J'imagine qu'il demande ce qu'on fait d'eux. Il y a une réponse très précise. C'est une étude qui est en cours. On leur fait passer des examens de compétences et de français. Ils sont 20 000. Ils font travailler les hôpitaux. Sans eux, les hôpitaux ne tourneraient pas et ils manquent dans leur pays. Donc, c'est un problème de fond. Et ce nombre de médecins étrangers en France sont très utiles avec les pénuries de médecins. Et c'est un problème qui pourra être réglé, que le jour où on formera plus de médecins, on a trouvé les solutions pour en former plus. L'étude médicale plus courte et augmenter le numérus en début des études de médecine. Tout à fait. Quelqu'un voulait ajouter quelque chose sur ces médecins étrangers? Franck Zéger. Oui, moi j'assume. J'ai une pensée triste pour mes collègues qui ont été refusés en médecine en France et que quand je vois effectivement tous les postes qui sont occupés par des médecins étrangers, j'ai une pensée pour eux. Je ne vous oublie pas. Oui, et je vais rebondir parce que j'ai une autre question à ce sujet. Y a-t-il encore des personnels soignants suspendus? À ma connaissance, oui. Il y en a qui n'ont pas repris et il y en a qui sont encore poursuivis aujourd'hui puisque
J'ai un collègue en Corse qui a été condamné c'était cet été. Donc, il continue à condamner les gens, oui. Il Et continue. beaucoup n'ont pas repris, ceux qui pourraient reprendre font autre chose. C'est ça. Ça On a perdu beaucoup. Merci, je pense qu'on a fait le tour de la question. J'en ai une autre de Corinne. Un soignant m'a confié que s'il n'y avait plus de médecins formés, c'est parce que les médecins s'y opposent. Est-ce vrai? Sinon, est-ce l'ordre des médecins ou les syndicats? Non, c'est totalement faux. Il est effectif qu'à l'époque de M. Giscard d'Estaing, il y avait trop de médecins et ils ont créé le MICA pour faire partir à la retraite des médecins à l'âge de 55 ans. Il y a toujours des syndicats marginaux qui veulent faire du malthusianisme, mais l'ensemble des médecins considèrent qu'il n'y a pas assez de médecins formés actuellement, puisque même l'Académie de médecine vient de proposer, et pour cette vieille dame que je respecte, mais qui est toujours en retard d'un métro pour prendre une décision, ils viennent de suggérer de raccourcir les études de médecine générale, ce qui serait le coin du bon sens. Très bien, merci en tout cas pour cette réponse claire. J'ai une question pour Monique Plaza de Claude. Quelle place pour l'homéopathie? Ah, votre micro a l'air désactivé, Monique. Est-ce que ça va là? Oui, très bien. Vous avez entendu la question? Oui, tout à fait. Moi, j'entends. Oui, bon. Qu'en est-il de l'homéopathie? L'homéopathie, elle fait partie de l'arsenal de certains médecins qui ont par ailleurs un diplôme de médecin, donc, et qui ont cette pratique-là. Qu'est-ce qu'on en pense? Ça, les avis sont très divergents sur l'homéopathie. On sait qu'elle est combattue par les no-fac-med aujourd'hui comme étant quelque chose de pas scientifique, de pas prouvé, de pas validé. Mais en tout cas, je sais que beaucoup de gens, de patients, y recourent. Ils recourent d'ailleurs beaucoup à des médecines alternatives, on n'en a pas parlé, parce que justement, dans le creux qui s'est créé sur l'insuffisance de médecins et peut-être l'insuffisance des réponses des médecins aux patients sur leurs problèmes, il y a tout un corps de praticiens, d'hypnothérapeutes, qui ne sont pas médecins et qui pourtant ont beaucoup de patients, ont beaucoup de clients. Donc voilà. Alors l'homéopathie, donc moi je crois qu'elle fait partie de l'arsenal de certains médecins. Et que, alors, elle est controversée par certains, et elle est pratiquée par d'autres. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autres là-dessus? On peut dire que certaines maladies sont bénignes, guérissent spontanément, et plutôt que de faire un traitement médical agressif avec des substances toxiques, il y a une place pour l'homéopathie qui, au pire, ne fera rien, et au mieux pourra soulager ou laisser évoluer la maladie jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Mais l'homéopathie a sa place dans tout l'arsenal thérapeutique. Ce qui est troublant, c'est que l'homéopathie est utilisée par certains vétérinaires et qu'on ne peut pas dire que le cheval développe un effet placebo par rapport aux soignants qui lui administrent l'homéopathie. Donc c'est vrai que c'est troublant et qu'il faut avoir l'esprit très ouvert et très large pour se dire qu'il ne faut pas jeter comme ça au panier un certain nombre à la poubelle plutôt, un certain nombre de thérapeutiques dites alternatives qui ont en tout cas qui ne sont pas dangereuses et qui ont peut-être, qui ont en effet des effets peut-être positifs dans certains troubles mineurs ou comme complément à l'allopathie. La question, c'est qu'est-ce que la solidarité rembourse? Les médecines alternatives en médecine ne posent aucun problème. La question, c'est qu'est-ce qu'on rembourse et jusqu'où? Voilà, est-ce que le système collectif solidaire doit prendre en charge les petits mots? C'est une question. C'est une question. Et juste un petit point sur l'homéopathie. Moi qui suis franchement scientifique, j'ai fait des études scientifiques, je faisais des tournois de tennis. Et parfois, j'avais 3 matchs dans le week-end. Je peux vous dire que le samedi, quand vous avez fait 2 matchs, le dimanche, vous avez très mal aux jambes.
bah, je prenais de l'arnica en homéopathie et le dimanche, j'avais pratiquement aucune crampe. Je ne peux pas vous expliquer comment ça marche, ça paraît surnaturel, mais en tout cas, j'avais plus de crampes. Et là, récemment, j'ai eu un grand médecin qui m'a fait dentiste qui m'a fait une opération assez compliquée sur une dent. Et ben, il m'a donné de l'arnica. Vous voyez, donc des gens qui publient dans. Ah oui, absolument. C'est quelqu'un qui publie dans les journaux médicaux. Oui. Et pourtant, il donne de l'arnica pour ça. Donc voilà, restons ouverts en tout cas à tout ça. Restons ouverts. C'est une médecine qui n'est pas toxique et qui n'est pas dangereuse, c'est déjà pas mal. Parce qu'il y a beaucoup de médecines qui sont toxiques et dangereuses. Donc il est important pour les gens qui y croient de pouvoir avoir recours à des médecines douces qui ne sont pas toxiques. Voilà. Elle n'est pas interdite, hein. Elle n'est pas remboursée, c'est la seule différence. Elle n'est pas remboursée. Mais elle n'est pas interdite, les médecines, l'homéopathie n'est pas interdite. Non, pas interdite, non, elle n'est pas remboursée, mais elle n'est pas interdite. Et c'est vrai qu'on peut rendre un hommage posthume à comment il s'appelait déjà, Benveniste, le chercheur qui avait essayé de montrer la mémoire de l'eau, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a fini par mourir d'ailleurs d'avoir été harcelé alors qu'il faisait un travail de chercheur rigoureux. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment des exemples du dogmatisme d'un appareil médical qui est vraiment très destructeur, quoi. C'est effrayant ce qu'ils peuvent faire aux gens, à des médecins qui se retrouvent convoqués par les ordres de médecins, qui se font maltraiter, qui se font parfois suspendre. Tout ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment avoir en tête en se disant le contexte, globalement, il a un pouvoir terrible de destruction de la capacité que peut avoir un soignant de soigner. C'est vraiment terrible. Mais merci en tout cas. Alors j'ai pas mal de questions qui reviennent sur les vaccins ARN. Donc vous avez dit suspension, je pense qu'on va pas en revenir dessus. Des gens qui sont inquiets pour les bébés. Bon, liberté vaccinale de toute façon et suspension des vaccins ARN. J'ai une question pour Philippe du Hussard Noir. Voilà, c'est amusant, un pseudo, j'imagine. Bonjour Philippe, peut-on généraliser les maisons médicales sans utiliser les découpages administratifs des ARN? Voilà, ça c'est intéressant aussi. Des ARS, j'imagine, il a voulu dire. Oui, des ARS. Oui, les maisons médicales, c'est un côté très sympathique. Pour moi, de toute manière, les médecins doivent rester quelqu'un complètement libre et pas salarié au possible. Franchement, je trouve que le médecin, c'est pas une activité salariée et un médecin ne doit pas diriger d'autres médecins salariés. C'est mon point de vue personnel, on n'en a pas parlé dans cette commission, peut-être que d'autres ont un autre point de vue. Par contre, c'est-à-dire que tout ça a été étudié, la médecine salariée fait un rapport efficacité très inférieur à la médecine libérale parce que le nombre de patients vus et les résultats sont hors de proportion par rapport à la médecine libérale. La médecine salariée, j'ai travaillé dans une clinique privée où en face, j'avais un dispensaire où les médecins étaient salariés. Quand j'appelais à 9 h pour avoir le médecin d'en face, il n'était pas arrivé. Quand j'appelais à 12h05, il était parti. Et il m'adressait énormément de patients parce qu'on habitait l'un en face de l'autre, on était devenus copains. Mais ils avaient une rentabilité, entre guillemets. Je ne parle pas de rentabilité financière, je parle de rentabilité du nombre de patients vus pendant le temps passé qui était très inférieur à la médecine libérale. Moi, je dirais une chose sur les médecins, sur les maisons médicales. Oui, à partir du moment où une mairie ou d'autres gens installent une maison, un petit bâtiment pratique où des médecins peuvent s'installer, et être ensemble, donc ne pas être tout seul, ne pas exercer tout seul, bon, oui, c'est sympathique, c'est convivial, et ça sert effectivement énormément à la population, puisque ça fait un petit centre médical. Donc oui, il faut que mais ça, c'est du ressort, en fait, du local, c'est du ressort des communes, c'est du ressort des départements. C'est ça. Quand vous avez des chasseurs de primes, ça ne marche plus tout ça. Hein. C'est-à-dire que rien de tel qu'un médecin qui est bien dans sa région, qui est bien traité par ses patients, et celui-là, il va rester en place. Et il va rester longtemps. Exactement.
Et est-ce que, comme mot de la fin, ça vous satisfait? Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, bah, écoutez, très bien. On a dépassé un peu, 1h10. Je tenais à tous vous remercier d'avoir joué le jeu pour cette commission en direct ce soir. Merci pour vos propositions, parce qu'on a commencé l'émission sur un constat qui était délicat, qui peut en faire frémir, mais vous avez travaillé au sein de cette commission. Et pour ça, merci. J'ai une petite question pour Philippe pour conclure et puis on arrête là. Philippe, ceux qui souhaitent participer à la construction d'un programme à venir vous aider au mouvement politique citoyen, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce soir? Je vais déjà dire que je remercie nos 4 participants qui nous ont aidés, qui sont engagés dans la commission santé, qui ont donné du temps, qui ont proposé des solutions qui sont franchement très intéressantes. Je rappelle 3 solutions principales, même si on peut en retenir d'autres. Éradication de la bureaucratie et de la tarification à l'acte pour faire des économies de temps et d'argent, former beaucoup plus de médecins, 2 fois plus de médecins avec les moyens de l'État, relocalisation massive de la production de médicaments avec un avantage pour la production française. Voilà, et fin des 11 vaccins obligatoires, en tout cas pour 4 personnes sur 5. Et dernière chose, fin de la corruption avec le tirage au sort, qui est un outil extraordinaire pour arrêter la corruption. Moi, je les remercie d'avoir mis leur expérience, leurs compétences, leurs connaissances à notre disposition. Et en fait, tout simplement, bien sûr que Bernard, Monique, Franck et Frédéric sont des Français, mais ce sont aussi des citoyens. Et c'est ça qui est fondamental, c'est-à-dire qu'ils s'impliquent dans la vie de la cité. Il y a un problème en France sur la médecine, ils ont envie de le résoudre. Et c'est comme ça qu'on pourra arriver à redresser le pays, alors que l'individualisme systémique, c'est ce qui se fait de pire. Et je peux vous dire que le système a peur de cela. Alors, je dirais un dernier point. Après la commission agriculture, donc on a fait une petite vidéo il y a 2 semaines avec Sébastien Béraud et Eric, un autre agriculteur. On a les commissions police, les commissions enseignement, les commissions réforme des institutions avec les problématiques du RIC, voilà, qui sont terminées, alors que d'autres sont encore en cours, comme immigration et économie. Donc, on aura beaucoup d'émissions bientôt sur ces sujets. Voilà, donc, moi, ce que je peux dire, c'est que là, ce qu'on est en train de faire en politique, c'est du travail de fond qui est nécessaire et pas du buzz. Et on s'en sortira quand les Français s'engageront et qui chercheront plus le travail de fond que le buzz, tout simplement, du temps libre. Donc, voilà. Adhérer au mouvement politique citoyen.fr, c'est fondamental. Ça coûte 5 € pour vous dire, on n'en veut pas votre argent, mais c'est vous qui nous permettez de peser, c'est vous qui nous permettez d'avancer et un jour de compter de façon importante sur la scène politique. Et merci à tous, et puis que chacun dise un petit mot de la fin aussi. Monique, allez-y, je vous laisse. Moi, je dois dire que j'étais ravie de participer à ce travail, et qui est vraiment très important. Et j'espère qu'on va arriver à des solutions qui envisagent le contexte global et la façon dont on peut se continuer avec lui et arriver, malgré tous les obstacles qui se dressent sur la route, à arriver à faire cette restructuration de la médecine du soin. Merci. Frédéric, un dernier mot? Est-ce que mon micro fonctionne? Oui, c'est mieux. Bon. Eh bien, écoutez, j'ai été ravi de participer à cette émission. Je voudrais insister sur une chose. Rappelez-vous ce que nous avait dit Castex pendant la crise du Covid, que l'idéal n'était pas de tomber malade pour ne pas être hospitalisé. C'est la seule chose intelligente qu'il ait dit. Et j'insisterai à ce sujet sur l'importance de la médecine préventive. C'est vrai que la médecine curative a son rôle, mais la médecine préventive est très, très importante et totalement négligée pendant nos études. Oui. Voilà. Merci, Franck Zéger. Une commission tout à fait intéressante. Moi, j'ai connu la médecine, notre système de santé, quand on était numéro 1 au monde et qu'on était réputé de partout. Je ne suis absolument pas défaitiste. Je pense qu'on a parfaitement les moyens de revenir dans le top 3 mondial de la qualité des soins. Il faut juste s'en donner les moyens. Ça ne coûtera pas plus cher. C'est juste de la volonté politique. D'enlever effectivement la bureaucratie, reformer des médecins qui font de la médecine et non pas, et non pas des techniciens. Donc moi j'y crois, on peut le faire.
Merci Franck. Bernard Pont. Eh bien, c'est très intéressant cette émission, il faut poursuivre et il faut redonner le pouvoir non pas aux administratifs, mais aux médecins soignants. Tout à fait. Merci beaucoup, merci à tous, passez une excellente soirée et puis à très bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.